Comme le disait Léonard de Vinci, ce sont les détails qui font la perfection. Mais la perfection n'est pas un détail. Ainsi nous entamons notre 4e jour d'expédition par la visite d'un musée destiné à Léonard de Vinci, situé à Rome. D'après ses multiples créations, nous pouvons en déduire que Monsieur de Vinci était un multidisciplinaire. Peintre, artiste, scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, poète, philosophe, écrivain, puis doté d'une grande ouverture d'esprit. Cet homme était extraordinaire et le restera en nos mémoires. Défini comme l'homme de la Renaissance, le génie universel, un humaniste, un observateur, un expérimentateur, suite à ses peintures, la Joconde et la Seine, il fut mondialement reconnu pour son talent artistique. Que dire également de l'homme de Vitruve, utilisé encore à ce jour dans de nombreux travaux. Au fil du temps, Léonard de Vinci développe des idées très avancées par rapport à l'époque à laquelle il vit. Nombreuses de ses inventions en sont le parfait exemple. L'avion, l'hélicoptère, le sous-marin ou encore l'automobile. Bien que la plupart de ses projets d'invention étaient difficilement réalisables tant de son vivant, suite au manque crucial d'expansion technologique que nous pouvons néanmoins avoir à ce jour, la plupart de ces petites inventions furent tout de même essentielles au résultat de notre monde matériel actuel, tel que nous le connaissons. Enfin, au-delà de ces outils d'évolution, il fit progresser la connaissance dans de divers domaines, tels que l'anatomie, le génie civil, l'optique et l'hydrodynamique.
Enfin, comme le disait Léonard de Vinci, comme une journée bien remplie nous donne un bon sommeil, une vie bien vécue nous mène à une mort paisible. Nous nous dirigeons dès à présent vers le Vatican, notamment à la place Saint-Pierre. Le Vatican, composé de deux entités juridiques distinctes, le Saint-Siège puis l'État de la Cité, l'un étant l'entité spirituelle, tandis que l'autre, l'entité temporelle. Le lien entre ces deux entités, le pape, défini comme le chef spirituel et le gardien du temps. Il dispose d'ailleurs du pouvoir absolu, qu'il soit exécutif, législatif, puis judiciaire. La colline du Vatican étant déjà mentionnée sous la République romaine, actuellement le Vatican est la représentation temporelle du Saint-Siège et de l'ensemble des institutions de l'Église catholique romaine. Pour ce qui est de l'état de la Cité du Vatican, il fut créé le 11 février 1929, au terme des accords du Lantran. Pour finir, l'État du Vatican apparaît comme étant une monarchie absolue, de droit divin ainsi qu'élective, dirigée par le pontife romain et évêque de Rome, soit à ce jour par le pape François, élu le 13 mars 2013, à la suite de la renonciation de Benoît XIII le 28 février de cette même année. Comme le disait le philosophe français Henri Bergson, la philosophie n'est pas une construction de système, mais la résolution, une fois prise, de regarder naïvement en soi et autour de soi. Nous poursuivons notre escapade sous le sol romain, par la découverte des catacombes de Rome. Bien que les premières catacombes furent creusées à partir du IIe siècle, leur usage veillait au respect de la loi romaine, obligeant d'ensevelir ou d'incinérer les cadavres à l'extérieur de la ville. L'opinion commune exige que les catacombes se développent à Rome dans les temps difficiles des persécutions, puis en soient un lieu de réunion furtive, des premiers chrétiens recherchés par la police. En effet, ces cimetières sont créés à l'usage des fidèles qui désirent reposer en paix à côté de leurs proches, plutôt que d'être enterrés avec leurs semblables. La tradition chrétienne raconte qu'au IIIe siècle,
les chrétiens persécutés se réunissent en secret pour prier, ainsi que célébrer l'Eucharistie dans les catacombes. Cependant, il s'agit vraisemblablement d'un mythe, développé par les Roms antiques. Par la suite, ces cimetières souterrains deviennent, avec la conversion de Constantin, puis de la christianisation de l'Empire au IVe siècle, un lieu de pèlerinage pour honorer les martyrs de Rome, les chrétiens n'y faisant que prier et les utiliser pour célébrer leurs rites religieux. Enfin, au VIe siècle, les catacombes cessèrent petit à petit d'être considérées comme des lieux de sépulture, mais restèrent tout de même pendant un certain temps des endroits de dévotion, attestés par de nombreux graffitis laissés par les pèlerins sur les tombes des martyrs. Cependant, quelques catacombes furent restées des lieux de vénération, toujours connus et vénérés. Les reliques des martyrs furent quant à elles transférées dans les églises de Rome au IXe siècle. D'ailleurs, dans un second temps, de nombreuses catacombes furent condamnées, puis ne furent redécouvertes après de nombreux siècles par des archéologues. Afin de boucler cette journée de visite culturelle, nous optons pour une petite balade en bateau sur le Tibre. Cette promenade aquatique nous permettra d'observer la ville sous un autre angle de vue, puis d'y philosopher. Au-delà de nos centres d'intérêt, voire pour ceux qui ont la difficulté à prendre du recul, nous pouvons à ce jour distinguer certaines activités dédiées à la ressource, telles que le yoga, la méditation, le tantrisme et bien d'autres encore. La volonté ne devrait pas être de savoir, mais d'apprendre de jour en jour. Notre existence non pas collective, non plus à l'échelle de l'humanité, mais au sein de votre propre existence se résume uniquement à l'instant présent, selon une précision définie sous un instant X. En d'autres termes, je ne fais que sous-entendre l'accouplement de vos géniteurs, comme j'avais pu certainement vous l'évoquer, dans un de mes travaux en février 2018. La peur du changement est un ressenti courant chez l'être humain. Pourquoi changer si ça a toujours été ainsi? Pour autant, si nous avions l'intuition qu'un changement est fondamental en faveur du bien commun, alors il est légitime de se battre en vain pour ses droits et contre les injustices, comme par exemple le racisme, l'antisémitisme, le sexisme, l'homophobie et enfin le spécisme. Étant pour la défense de la cause animale, je tente de rester optimiste sur notre maturité et tente de m'assurer que nous gagnerons en sagesse, notamment en ce qui concerne le respect d'autrui. La seule question n'est pas de savoir si nous allons battre le spécisme, mais plutôt quand aurions-nous gagné la bataille? Quand allons-nous atteindre ce but? Étant constamment dans la volonté d'améliorer son quotidien, l'homme désire de plus en plus vivre dans un monde qui lui paraît juste, en respectant l'éthique. Bien que l'homme fît de telles prouesses, il peut cependant sombrer dans la puérilité, par peur de la différence envers ses frères, plus jeunes que son éventuelle sagesse. Ainsi se dessine un souhait d'amélioration de son environnement si singulier, si anthropocentré, tout en s'arrachant de son environnement du passé. L'environnement extérieur à sa maison sera malheureusement négligé. J'ai toujours pensé que les personnes les plus méprisantes, présentes au sein des diverses sociétés, étaient certes différentes sur certains points, mais globalement identiques au sujet de leurs croyances, convictions et cognitions. Il s'avère que je me trompais. D'après mes différents voyages, j'ai pu observer que la norme définie et appliquée par les êtres frisés de la société n'étaient pas les mêmes que celles partagées dans le monde entier. De toute évidence, les normes divergent, de pays en pays,
les façons de penser changeaient de contrée en contrée et les priorités étaient nettement différentes à propos du questionnement éthique. L'homme ne cessera de se battre pour un avenir paisible. Mais le combat de l'être est-il le fruit d'avoir? Ou sera-ce plutôt la sagesse qu'il faudra veiller à privilégier pour cette quête? Notre journée d'expédition touche désormais à sa fin. Nous rentrons un peu de temps après notre balade en bateau, afin de nous poser, afin de conserver cette énergie pour les quelques futures journées qui restent à venir, au sein de notre séjour en terre italienne. À ce jour, je pense qu'il est nécessaire de penser à un avenir qui soit radicalement autre qu'un futur à la pensée dépassée. Cela fait maintenant 5 ans que je me questionne au sujet de la raison et je pense qu'il est désormais temps de vous évoquer mon opinion sur l'interprétation de la vérité, voire de notre conception de la réalité. Bien entendu, nombreux sont les penseurs qui ont travaillé sur ces fascinants sujets. Pour ma part, nous ne pouvons pas définir la vérité en tant que telle, suite à la rationalité qui dépend de chacun de nous, ainsi que de la logique qui varie en fonction des individus. En faisant preuve de respect aux diverses croyances de chacun, perçues comme une réalité pour certains êtres, le fait de définir l'ensemble de mes compréhensions, que j'ai acquises par de multiples événements, reviendrait à généraliser la pensée commune. Or, le fait d'avoir la liberté d'entreprendre des réflexions philosophiques au sujet de la vérité ne s'agit en aucun cas de conceptualiser la vision d'un monde qui devrait être adopté par toutes les âmes. Bien au contraire, cette liberté permet d'établir la schématisation du monde et de l'intellectualiser au sein d'une communauté grâce à la mise en commun des recherches effectuées par d'autres penseurs, ce qui aura pour but de perfectionner le bien-être commun. En d'autres termes, il s'agit ni plus ni moins de toutes les espèces de la Terre, soit des enfants de la nature. En ce samedi 20 août 2019, nous décidons d'aller rendre une petite visite au Zoo Bioparco à Rome. Une visite qui faisait partie de notre programme. Un intérêt commun suscitant un enrichissement personnel, autant chez mon ami qu'en ce qui me concerne. En effet, étant un amoureux de la nature, et suite des droits fondamentaux des animaux, la visite de ce zoo me permettra d'y déceler d'éventuelles failles, ou à contrario, les avantages du parc. Ayant déjà visité quelques parcs zoologiques en France, ainsi que sur le sol tchèque lors de mon expédition l'an passé, je pourrais pourquoi pas à l'avenir réaliser quelques comparaisons des parcs européens, et suite à certains parallélismes, enrichir mes connaissances en ce qui concerne le maintien d'espèces en captivité. Une aubaine suite à mes recherches herpétologiques, ainsi qu'à la terrariophilie, où j'y consacre mon temps en dehors de la philosophie.
Actuellement dans ce parc italien, situé dans le Latium à Rome, ce parc s'étend sur près de 17 hectares et héberge plus de 1100 animaux, composés de 222 espèces. Il fut ouvert au public en 1911 et accueille en moyenne 750 000 visiteurs par an. Au sein de mon quotidien, puis au-delà des recherches scientifiques dont mes animaux font l'usage, c'est avec grande admiration que je les observe en captivité. Prendre le temps d'admirer ces merveilles de la nature ou sentiment d'humilité m'effleure. Cependant, le fait d'observer de telles espèces en captivité, puis d'associer mes recherches à celles dédiées à l'humanité, à l'homme, me permet de comprendre que la vie en société n'est pas si différente. Nous avons beaucoup de mépris envers les animaux, la plupart étant enfermés dans des cages, et dont leur but se résume uniquement à servir l'être humain, à travers différents domaines, tels que la science, la nourriture, l'agriculture, le divertissement, que parfois nous en oublions leur existence, les ayant classés au rang des objets. Au-delà de cette maltraitance, je les serais bien plus compétent que moi pour défendre cette cause. Je souhaiterais comparer le mode de vie d'espèces en captivité à celui de l'être humain en société. Tout me laisse penser que l'humanité vit non pas dans une cage matérielle, mais immatérielle, que l'on nomme, je vous le mets dans le mille, la société. Où les passages des barreaux est une perte d'économie, qui est aujourd'hui notre gagne-pain. Dépourvu de tout aspect naturel comme la chasse, qu'il avait autrefois acquis, actuellement défini comme le lion, placé sur son piédestal comme le maître divin, mais cependant incapable de vivre seul, sans ses lionnes pour lui apporter nourriture et descendance. Nous sommes ainsi pareils, ne pouvant vivre sans les chasseurs-cueilleurs, qui nous apportent denrées alimentaires, mais cette fois-ci au sein des grandes surfaces dédiées au commerce, dans une vie de surconsommation. Ainsi nous travaillons pour acquérir cette alimentation et nous appliquer à la société, par mesure de survie, d'après certains. Pour subvenir à de besoins indispensables, il n'en est rien de si différent, si ce n'est que pour la société française, les barrières ont été sautées il y a bien longtemps, bien que dans certains pays les parois grillagées subsistent toujours, et que l'on nomme des frontières. Qui est de l'Europe, où nous pouvons circuler comme nous le souhaitons, ainsi que la liberté de penser, qui est selon moi l'aspect le plus primordial qui soit afin d'œuvrer en tant qu'artiste.
Comme au sein d'un parc zoologique, nous jouissons pas assez de nos mouvements et sommes confrontés à des obligations que nous nous sommes préalablement fixées. Nous jouissons pour beaucoup de notre travail, pour asservir une société qui nous permettra de nous apporter un minimum de confort par l'obtention de l'argent que nous utiliserons pour nos biens matériels, la sécurité et les urgences.
Pour ce dernier jour d'expédition en terre italienne, nous avons pris le bus en direction de Pompéi. Cette célèbre ville ayant été détruite par une terrible éruption volcanique il y a fort longtemps, mais qui cependant reste une frappante période encore présente dans nos livres d'histoire. L'une des pièces maîtresses de notre voyage s'effectue par la visite des ruines de Pompéi, un site archéologique que nous avions préalablement défini comme étant l'un des événements le plus importants de notre périple. Étant au cœur des ruines de ce mémorable site, nous ne pouvons ignorer l'anéantissement qu'entraîna l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Ce qui engendra la destruction non seulement de Pompéi, mais aussi d'Herculaneum, Opontis et Stabis. Enfouie sous plusieurs mètres de sédiments volcaniques, préservée des intempéries et des pillages, la ville tomba dans l'oubli pendant 15 siècles. Néanmoins, elle fut redécouverte au XVIIe siècle, et l'état de conservation de l'ancienne cité romaine dirigea des fouilles archéologiques au XVIIIe siècle, permettant d'exhumer une ville florissante. Précieux témoignage de l'urbanisme et de la civilisation de la Rome antique. Le site archéologique est placé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997. Le site archéologique de Pompéi est situé sur la côte ouest de l'Italie, au sud de Naples. La ville antique de Pompéi était au cœur d'une riche région, la Campanie, que les Romains qualifiaient de terre des dieux pour sa fertilité, sa proximité avec la mer et son climat. Pompéi est construite sur un plateau volcanique, formé par une ancienne langue de lave, et escarpé sur 3 côtés. Le côté sud-ouest domine la mer, mais le tout est surplombé au nord par le Vésuve. Le volcan éteint depuis plusieurs siècles n'était pas une source d'inquiétude pour les habitants de la région. Ils n'ignoraient toutefois pas complètement la nature. La terre, riche comme le sont tous les sols d'origine volcanique, permettait en particulier la culture de la vigne, et donc favorisait l'afflux de population. Au moment de sa destruction, Pompéi comptait environ 12 000 habitants. L'éruption qui détruisit Pompéi fut longtemps placée au 24 août 79, puisque la majorité des manuscrits portaient la mention des calendes de septembre. Quelques manuscrits cependant portaient des leçons indiquant des dates différentes et légèrement postérieures. L'une indique en particulier les calendes de novembre. Peut-être faut-il placer l'éruption le 9e jour, avant les calendes de novembre, notre 24 octobre. Longtemps délaissée, cette datation a suscité à nouveau l'intérêt des historiens au regard des indices de plus en plus nombreux qui semblent placer l'éruption en automne. Selon des travaux publiés en 2006, en particulier ceux de l'archéologue italien Grete Stefani, l'analyse d'une monnaie trouvée en 1974 dans la maison du bracelet d'or et datant de la 15e salutation impériale de Titus, survenue début septembre 79, donc nécessairement postérieure au début de septembre 79, vient appuyer cette datation.
Enfin, en 2018, lors des fouilles de la région 5 de la ville menée par Massimo Ossana, fut découverte une inscription datant du 16e jour avant les calendes de novembre, soit le 17 octobre, éliminant définitivement la possibilité que l'éruption ait pu avoir lieu en été. La ville, longtemps prospère, était en déclin économique. Le vin pompéen était de plus en plus concurrencé par le vin gaulois, ce qui entraînait la reconversion des terres moins rentables. Cette crise à la ruine durable de Pompéi explique en partie qu'elle ne fut pas reconstruite. Du fait de son état de conservation remarquable, Pompéi constitue un témoignage inestimable sur la Rome antique. Il est maintenant possible de remonter plus loin dans le temps, aux origines de la ville. Il a ainsi été retrouvé en certains endroits jusqu'à 3 couches de sédiments correspondant à 3 siècles bien distincts. Le 8e, le 4e et le 2e siècle avant Jésus-Christ, fournissant des informations précieuses sur la colonisation de la Campanie avant l'ère romaine. Les fouilles ont mis au jour une ville figée au moment exact de l'éruption, il y a plus de 1900 ans. L'état de conservation du site provient de la couche de matériaux éruptifs jusqu'à 7 mètres, recouvrant le site et la protégeant des pillages ainsi que des intempéries. Les cendres ont également brûlé tous les tissus vivants, puis se sont déposés, créant une gaine protectrice. Grâce à l'ingénieuse technique de moulage développée par Giuseppe Fiorelli, qui fait couler du plâtre au sein des poches de cendres, la décomposition des matières organiques crée un espace vide au sein de ces poches. Avant de briser la coque, cette cendre durcie, on peut voir aujourd'hui les victimes dans l'attitude où la mort les a surpris. Certains tentèrent de fuir, de protéger leurs enfants ou de mettre leurs magots à l'abri. D'autres sont restés terrés dans leur maison. Beaucoup d'habitants se sont sans doute enfuis, tant qu'il en était encore temps. Au cours des fouilles effectuées depuis 1748, on a retrouvé près de 1100 corps à Pompéi, victimes des chutes de pierre Ponce et des nuits ardentes qui ont suivi. Même si l'on tient compte des corps qui pourraient encore se trouver dans les parties non dégagées de la ville et de ceux qui n'ont pas été recensés, ces chiffres sont relativement faibles. Depuis des siècles, l'homme n'a cessé de vivre en prenant comme référence l'espoir. Comme la majorité des êtres, nous avons tous un but, une raison d'être, une raison d'avancer, un objectif à atteindre. Cependant, le plus important n'est pas d'atteindre cet objectif, mais plutôt ce qui compose le chemin de cette réussite. En empruntant des routes similaires, voire convergentes, toujours vers le César que vous désirez posséder. L'espoir restera la clé de tous vos efforts. Pour autant, une fois votre but atteint, et à la jauge d'élixir de satisfaction retournée à sec, un autre but vous appellera. Entreprendre la quête d'un nouvel objectif, tel est le but de chacun. Comme le disait le célèbre écrivain Yuval Noah Harari, la vraie question que nous devrions nous poser n'est pas de savoir ce que nous voulons, mais plutôt de savoir qu'est-ce que nous voulons vouloir. L'ouverture d'esprit doit aussi faire partie de l'équation. Nous ne pouvons rester sur nos idées et stopper l'évolution à l'égard de nos méthodes de pensée ainsi que sur les procédures d'analyse. Je pense que nous devons tous être capables de se remettre constamment en question, de redéfinir la notion du sens, de rétablir nos calculs encore et encore. Ainsi, il me paraît légitime de repenser à d'autres façons de voir puis de comprendre le monde dans lequel nous évoluons. Bien entendu, en se questionnant au sujet de nos véritables convictions, permettant de les juger, afin de confirmer si elles sont en lien avec nos principes moraux, valeurs et s'accordant au bien-être commun. Pour autant, il nous arrive parfois de tourner en rond, puis de revenir sur notre point de vue initial. Cet exercice nous permet ainsi d'accroître le nombre d'arguments supposés défendre notre point de vue, sur le bon chemin qui est à emprunter afin de se diriger vers un avenir fiable.
Or, si nous nous dirigeons vers une voie totalement perpendiculaire à celle d'origine, cet exercice nous aura tout simplement permis d'évoluer, puis de mûrir. Pour ma part, cette chaîne YouTube n'est pas qu'une simple chaîne, composée de simples et basiques vidéos. Je ne pourrais qualifier mes vidéos uniquement par le fait qu'elles sont potentiellement définies comme étant instructives auprès de l'opinion publique, venant en aide aux êtres désirant acquérir des connaissances dans le domaine de la terrariophilie ainsi qu'au sein de l'herpétologie. Je tente par la même occasion de trouver un lien moral à ces disciplines, à notre volonté d'évolution, engendrer un lien philosophique afin d'améliorer notre rapport aux autres. Ainsi le domaine scientifique pour le bien-être physique de l'être, puis le domaine philosophique dédié au bien-être mental. C'est pourquoi cette chaîne YouTube n'est pas qu'une simple chaîne à mes yeux. C'est par la même occasion une chaîne d'évolution, en l'occurrence la mienne, mon évolution, où je compte à l'heure actuelle réaliser des vidéos tout au long de mon existence. Telle est ma volonté qui me permettra de voir non pas uniquement une évolution physique, mais également psychologique, un mûrissement en direction de la clé, sur la voie de la sagesse, et ça, durant mon existence. Après notre retour de Pompéi, nous restâmes quelques jours à Rome afin de réaliser quelques clichés, puis pour déceler certaines différences à la coutume française. Mais à ce jour, notre exploration en terre italienne s'achève. Il est désormais temps de faire la valise afin de retourner en France. Je suis d'ailleurs très satisfait de cette expédition qui m'a permis de découvrir une autre culture, composée d'une incroyable richesse culturelle. Des prises de recul ont également été établies, notamment lors de l'analyse de la capitale, ainsi que la réalisation d'un parallélisme à notre société, voire à notre existence en tant que telle.
Des observations qui ne cessent de nous rappeler que nous avons une histoire, une évolution, que nous pouvons distinguer parmi la découverte de sites archéologiques. Une telle visite au cœur d'une cité datant de l'Antiquité paraît comme une éternité aujourd'hui en ce qui nous concerne. Pour autant, notre naissance, en tant qu'espèce, en ce qui concerne notre mère, remonte à hier. Nous avons certes été merveilleusement surprenants selon nos conquêtes. Ayant acquis une telle capacité prédatrice, sans avoir acquis la sagesse en conséquence, pauvres malheureux que nous sommes. Ces visites culturelles nous permettent donc de redécouvrir la richesse qui subsiste sous nos pieds, qui semble trop ignorée au sein de notre quotidien suite à notre désir de richesse économique et matérielle. Au sein de ce monde, beaucoup trop anthropocentré. Suis-je toujours à la recherche de connaissances ainsi que de nouvelles analyses en ce qui concerne la voie de la sagesse? Si les prises de conscience qui résultent des prises de recul me permettent de découvrir la clé d'un avenir fiable, alors la question ne se pose plus, puisque je dois me préparer à la découverte d'une nouvelle ville. Entre coutumes convergentes et cultures divergentes, un autre pays d'Europe m'attend. I'm a bad man, taking on the world with a gun in hand. Find my trail where the blood ran. 'Cause I'm a bad man, I'm a bad man, taking my time in the killing fields, ripping the cover from the cell seal.